Tout au Sénégal, midi également en temps universel, l'heure du grand journal sur la RFM. Au sommaire, 40 jours après son enlèvement par une aile dissidente de la faction de César Atoute Badiat du MFDC, le jeune Barthélémy Diatta, toujours introuvable au grand désarroi de sa famille. Éventuel rapatriement de Sénégalais vivant en Tunisie le 8 mai de nos compatriotes concernés, vous les entendrez dans ce journal. Forte actualité sociale avec les travailleurs de Dakar Dem Dikk qui ont porté des brassards rouges pour réclamer l'augmentation de leur salaire et l'appurement des dettes sociales de Dakar Dem Dikk. Dans l'actualité politique, Macky Sall, le président de l'APR, confirmé à la tête du comité électoral de son quartier Peulgue à Fatick. Dans l'actualité sportive, la demi-finale entre les Lionceaux U20 et les Aiglons de Carthage, les Tunisiens. Et dans notre rubrique Point de vue, avec nos deux intervenants du jour, justement, nous parlerons de la position du Sénégal par rapport aux événements qui se produisent actuellement en Tunisie à la suite des déclarations polémiques du président sur un envahissement supposé de la Tunisie par les subsahariens. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Plus de 40 jours de captivité pour Barthélémy Diatta, du nom de ce jeune de Santhiaba Mandiack, enlevé par des dissidents de la faction de César Atoute Badiat du MFDC dans la dernière décade du mois de janvier. Les récentes médiations initiées par le comité provisoire des ailes politiques unifiées du MFDC et d'autres démarches souterraines du côté de la Guinée-Bissau se sont toutes soldées par un échec. Une détention source de désarroi pour la famille du jeune Barthélémy Diatta. Ziguinchor, Laminba. C'est le statu quo dans l'affaire Barthélémy Diatta du nom du jeune de Santhiaba Mandiack enlevé par la faction dissidente de César Atoute Badiat le 22 janvier dernier alors qu'il participait à des travaux communautaires de déblaiement des sites devant préparer l'accueil des populations qui manifestent leur volonté de retour. Plus de 40 jours de captivité, pas d'évolution dans les médiations initiées ça et là pour obtenir sa libération sans condition. Selon nos informations, le comité provisoire des ailes politique unifiée du MFDC, l'interlocutrice du mouvement irrédentiste auprès du gouvernement, a tenté d'obtenir la libération du jeune au moyen d'une médiation qu'elle a initiée depuis des semaines. Mais l'initiative se heurte à un niet catégorique des ravisseurs qui auraient rejeté leur implication dans ce dossier. On nous apprend que parallèlement à cette tentative du comité provisoire, l'État bissau-guinéen serait aussi impliqué au plus haut sommet par l'intermédiaire d'un comité constitué de membres issus de son administration, mais que cette initiative tarde encore à prendre de l'envol du fait de plusieurs facteurs non encore maîtrisée. À ces deux initiatives s'ajoute une médiation à caractère coutumière qui elle aussi n'a pas encore obtenu gain de cause. Toutes les démarches tentant à sortir Barthélémy Diatta des griffes de ses ravisseurs se sont soldées à ce jour par un échec et le petit brin d'espoir réside en ce moment entre les mains d'une ONG bissau-guinéenne réputée très efficace en de pareils cas. Selon nos informations, cette ONG connue pour son implication très déterminante dans la libération des démineurs enlevés à l'époque par le MFDC est entrée en action et devrait très prochainement rencontrer les ravisseurs de Barthélémy Diatta pour obtenir sa libération. La liste des médiateurs et conduits sans résultat commence à s'allonger et suscite des interrogations sur les réelles motivations des ravisseurs de Barthélémy Diatta qui n'ont jusque-là pas formulé de revendications connues en échange de sa libération. Ce qui fait penser que les auteurs du rap cherchent plus à attirer l'attention sur eux pour faire valoir l'option d'une voix différente de celle de leur ancien mentor, en l'occurrence César Atoute Badiat, dont il réunit la crédibilité depuis qu'il s'est engagé sur la voie du processus de dépôt des armes à travers l'accord de Bissau. Laminba, Ziguinchor, Radio Futur Média. L'actualité sociale à 12h04 avec les habitants de Djahaï dans la rue. Les eaux pluviales occupent toujours leur domicile ainsi que les places publiques de la commune. Ils dénoncent ces habitants et accusent les travaux du Promoville d'être responsables de tous ces maux. Ces sinistrés réclament des solutions urgentes au chef de l'État, Aminata Ba. Des brassards rouges en signe de protestation, ces habitants de Djahaï sont massivement sortis pour exprimer leur colère. Ils n'en peuvent plus des eaux pluviales qui stagnent toujours dans leurs maisons, les ruelles et certaines places publiques, ce qui rend le cadre de vie invivable. Ibrahim Kébé, délégué de quartier à l'unité 11B. Nous sommes toujours confrontés au phénomène des inondations. Le quartier est occupé par des eaux pluviales
Sall et bientôt le prochain hivernage. Nous étions à Guédiawaye. Après, les autorités nous ont ensuite recasés ici à Jaxaay. Mais la situation est pire. Même la morgue est envahie par les eaux. Selon ces populations, les chantiers du Promoville ont aggravé la situation. Malheureusement, le programme du Promoville est aujourd'hui la source principale de ce problème. Parce que vous voyez ce tronçon-là de 3 km qui est parti du rond-point Senelec jusqu'au quartier de Jaxaay 2. Ce tronçon-là n'est même pas canalisé. Nous avons aujourd'hui subi les conséquences. C'est cette route-là qui est aujourd'hui à l'origine de tous nos problèmes. Ces sinistrés souhaitent l'intervention du président Macky Sall pour apporter des solutions à leur calvaire. Nous lançons un appel au chef d'État parce qu'il est en train de faire des tournées partout au Sénégal. Mais il y a un problème beaucoup plus crucial. Nous sommes en train de vivre des moments extrêmement douloureux. Il y a des centaines de milliards que des autorités ont mis leurs mains. Mais ce problème-là peut être résolu à des coûts moins coûteux. Nous lançons un appel à toutes les autorités concernées de venir participer à la résolution de ce problème. Depuis l'hivernage, ces victimes des inondations disent avoir entamé plusieurs démarches auprès des autorités. Mais jusqu'à présent, le problème reste entier. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. Les travailleurs de la société Dakar Dem Dikk ont porté des brassards rouges ce matin pour réclamer la hausse de leur salaire et l'appurement des dettes sociales de leur entreprise. Notre reporter Seydou Nourouba s'est rendu au dépôt de Ouakam ce matin. L'accès lui a été interdit, mais 2 employés de la société sont sortis pour lui accorder une interview. Ils déplorent, outre les maigres salaires et les mauvaises conditions de travail, ce qu'ils appellent un véritable favoritisme au sein de la société. Reportage donc Seydou Nourouba. Au dépôt de la société de transport Dakar Dem Dikk ici à Mermoz, sans autorisation de la direction, l'accès est interdit aux personnes étrangères. Ah d'accord. Ok, d'accord. Des travailleurs de la société qui nous ont aperçus sont sortis nous rejoindre. Une belle occasion pour eux de venir déverser leur colère. Les gens ne sont pas bien outillés, on n'a pas de matériel, on travaille avec beaucoup de difficultés. Alors que les travailleurs sont là avec les maigres salaires. Alors que l'État a décrété une année sociale. Là, on a augmenté beaucoup de secteurs, mais il a laissé en rade le secteur du transport. Abdourahmane Mal, délégué du personnel, va au-delà des maigres salaires et des mauvaises conditions de travail. Il parle de favoritisme au sein de Dakar Dem Dikk. Aussi, nous demandons que nos plans de carrière soient respectés par rapport à la direction générale. Vous avez fait combien d'années à Dakar Dem Dikk? Moi, j'ai fait 5 ans, mais il y a d'autres qui ont fait plus de 18 ans, ils sont là, toujours dans un même endroit. Alors qu'à chaque fois qu'on change de direction, on voit que des gens parachutés devant ces gens du favoritisme. Et ça, nous le déplorons avec toute notre énergie. Ce matin, les travailleurs de la société Dakar Dem Dikk ont occupé leurs différents dépôts dès l'aube pour réclamer tout haut la hausse de leur salaire et l'appurement de leur dette sociale. Selon le secrétaire général du syndicat nouveau des travailleurs de la société, il s'agit là d'un avertissement. Une grève reste imminente. Nos tentatives d'avoir la réaction du directeur général de Dakar Dem Dikk sont jusque-là restées vaines. Nos antennes lui sont ouvertes. Menacés d'expulsion de leur lieu d'habitation par le directeur de l'Institut sénégalais de recherche agricole, les anciens travailleurs tirent sur le directeur de l'ISRA. Ces actuels occupants d'une 60aine de logements situés au quartier Campement ISRA ne dorment plus du sommet du juste. Sur les 60 logements en question, 54 sont en cession de bail depuis 1993, tandis que les 6 autres sont en voie d'expulsion. Face à la presse, ces retraités de l'ISRA disent niet et comptent s'opposer à cette décision d'expulsion. Écoutons les propos de Jack Mal, le porte-parole du jour, au micro de Mamadou Diagne. De 91 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 32 ans. On est passé partout. On a adressé une première lettre au président. À l'époque, c'était le premier ministre Macky Sall. Effectivement, qui a pris compte de notre lettre, qui a répondu pour transférer cette lettre au ministre des Finances, lui demandant de régler ce problème. Lenteur administrative, ça n'a pas été fait. Et entre-temps, l'ISRA nous envoie une demande d'expulsion. Nous avons encore ressaisi le président cette fois, Macky Sall,
Il nous a versé vers son ministre directeur de cabinet pour lui demander de diligenter et de régler ce problème. M. Augustin, et là, on est en train d'observer que le directeur de l'ISRA est en train de persévérer dans cette décision pour braver l'autorité. Le président Macky Sall a repris cette décision pour dire que ces bâtiments doivent nous être versés et l'ISRA persiste. C'est comme si le directeur de l'ISRA était en train de braver toutes les autorités qui sont là. Mais pour quelle raison? Est-ce qu'il faut déloger Paul et loger Jean? Le directeur de l'ISRA est en train de déloger. C'est là que c'est terrible, parce que ça constitue une rupture d'égalité en justice. La rupture d'égalité, c'est quoi? Accepter dans les mêmes conditions pour certains et refuser dans les mêmes conditions pour d'autres. RFM, la radio de toute l'actualité. Les habitants de la commune de Rufisque-Ouest réclament la construction d'un lycée public d'enseignement général moderne. La population scolaire ne cesse d'augmenter et les 3 lycées de la ville sont en sureffectif. Conséquence, beaucoup d'élèves après le BFM abandonnent l'école. Selon Khalifa Ababakar Ouad, membre du comité de pilotage de l'association Jem Djokoul, il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. La commune donc de Rufisque-Ouest ne compte aucun lycée. Une commune sans lycée. Le croît démographique devenu exponentiel dans cette commune et par ricochet, la croissance de la population scolaire n'est ni anticipée ni accompagnée par l'érection d'infrastructures scolaires adéquates. Les 3 lycées ci dans la ville de Rufisque qui accueillent nos élèves sont en sureffectif. Ces 3 lycées donc qui sont ailleurs, en dehors de la commune de Rufisque-Ouest. Refusant même des cas de transfert de nos enfants orientés après le BFM dans des établissements lointains, Dakar, Thiaroye, Pikine, etc. Des écoles privées dont la plupart ne satisfont pas aux normes architecturales et pédagogiques qu'exige un lycée tentent en vain de résorber ce déficit d'accès. Et beaucoup de parents d'élèves n'ont pas les moyens nécessaires pour payer les études de leurs enfants. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le rejet du dossier de transfert d'un élève orienté dans un lycée de Pikine par tous les établissements d'enseignement secondaire de Rufisque. Nous réitérons notre appel aux autorités gouvernementales et demandons à toute la population de Rufisque-Ouest de se mobiliser derrière le comité de pilotage afin qu'un lycée moderne il soit construit dans les meilleurs délais. Ce qui nous amène à parler de l'élection de représentativité syndicale dans le système éducatif sénégalais. Les enseignants sont aujourd'hui confrontés aux problèmes de mise à jour et de connexion. Babacar Diouf. Ils sont en classe et peuvent voter pour désigner le représentant à la table de négociation syndicale. Un exercice qui n'est pas sans grande difficulté pour certains enseignants, confesse Mamadou Lamine Fall, coordinateur Sud-Est Bombay. Le problème que nous avons, nous pouvons le circonscrire au niveau du système Mirador, parce que certains enseignants ont tendance à oublier leur mot de passe et ce faisant, ils ont du mal à le réinitialiser. C'est la seule difficulté que nous avons rencontrée jusque-là. Le seul problème noté jusque-là par le secrétaire général départemental de la coordination démocratique des enseignants formateurs du Sénégal, c'est la connectivité dans certaines localités du département de Bombay, Modou Anne. Ici à Bombay, le vote se déroule normalement, mais dans certaines zones, donc reculées, donc il y a des défaillances sur le réseau, donc c'est-à-dire donc il y a des problèmes de connexion, il y a des zones reculées où la connexion fait défaut. Au niveau du moyen secondaire, le SAEMS veut conforter sa position de leader, souligne Cheikh Niang, le coordinateur départemental. Et je pense que les élections passées ont montré que le SAEMS s'en est sorti avec plus de 25 sièges au niveau du moyen secondaire, ce qui veut dire que le SAEMS reste incontestablement le syndicat leader au niveau du moyen secondaire. On voudrait simplement réconforter cette position au niveau simplement du moyen secondaire. Les représentants de ces centrales syndicales sont tous unanimes sur l'efficacité d'un tel système de vote qui permet un gain de temps et d'énergie. Bombay. RFM Babacar Diouf. À 12h13, venons-en maintenant à l'actualité politique et allons à Pelgue, le quartier d'origine du président de la République qui a renouvelé son comité de base. Macky Sall le reconduit, il est à la tête de ce comité depuis 2009, un renouvellement qui entre dans le cadre de la redynamisation des instances de l'Alliance pour la République. Les membres de ces comités vont se charger de la massification du parti et de la vente des cartes de membres. Abdoulaye Bibi Baldé a supervisé ce week-end à Fatick les travaux d'installation des membres. Aminata Goudiaby lui a tendu son micro.
Ça s'est passé dans d'excellentes conditions. Ici, dans son fief, chez lui, puisqu'on parle de comité de base, il était important que lui-même qu'il fasse le déclic. Et il l'a voulu et il l'a fait. Il a fait le déclic pour déjà encourager les autres à aller monter des comités de base. Et déjà, la machine avait déjà pris, donc partout au niveau du Sénégal. Mais il était important qu'on voit que le président lui-même, malgré son agenda hyper chargé, tient à ce que lui-même qu'il installe son comité de base. Les responsables politiques de Fatick, et vous me permettez de leur dire, c'est le message lancé partout par le président de la République, c'est de travailler dans le cadre de l'unité, à consolider le parti, à le massifier davantage, parce qu'il s'agit d'une élection présidentielle et donc nos préoccupations, nos positionnements, nos égos ne sont plus importants. C'est le candidat Macky Sall, c'est le président Macky Sall. Et donc si tout le monde le comprend ainsi, il y aurait moins de problèmes. Autre formation politique, le Parti républicain pour le progrès, qui est en tournée à Louga, constate des difficultés dans cette région. La formation dirigée par Déthié Fall note l'enclavement de cette région. Le PRP promet de meilleures conditions de vie aux populations de Louga une fois au pouvoir. Nafissa Ndiaye. 2024 se prépare maintenant. C'est ce que semblent dire les responsables du Parti républicain pour le progrès. Après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle 2024, Déthié Fall et ses militants sont déjà sur le terrain. Louga est l'une des premières localités que les militants du PRP ont visitées. Une visite qui leur a permis de connaître les maux dont souffre la capitale du Ndiambour. Mouhamadou Dian, responsable national de la jeunesse du PRP. L'enclavement, en réalité, est la mère de tous les maux dont souffrent les population sénégalaise. Parce que si quelqu'un est enclavé, il y a naturellement le problème lié à l'accès à l'éducation qui se pose. Si quelqu'un est dans une situation d'enclavement, il y a le problème lié à l'accès aux structures sanitaires qui se posent. Et si quelqu'un subit les affres de l'enclavement, il y a également les difficultés liées à l'accès aux besoins vitaux primaires de base qui se posent. Et donc cela a été le premier point qui nous a interpellés durant notre séjour. Et cela également sera transmis au niveau de la structure des cadres et au niveau du président Déthié Fall. La mouvance présidentielle est bien présente à Louga. Pour damer le pion, le PRP ne manque pas d'idées. Mouhamadou Dian. Il y a deux piliers qui sous-tendent toute action politique réussie. On dit que politique en Wolof, wax la ak dox la. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous allons à la rencontre des Sénégalaises et des Sénégalais. Nous allons à la rencontre de nos compatriotes pour leur faire part de notre programme. Et nous demeurons convaincus et très optimistes d'ailleurs qu'au vu de la qualité des responsables du PRP que nous avons ici à Louga. Et cela nous donne des bribes d'optimisme. Selon Mouhamadou Dian, le responsable national de la jeunesse du Parti républicain pour le progrès, Louga n'est qu'une première étape. Les partisans de Déthié Fall comptent sillonner toutes les régions, départements, communes et arrondissements du Sénégal pour élire leur leader et ainsi répondre aux besoins des Sénégalais. Nafissa Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Les Sénégalais résidant en Tunisie se réjouissent de la décision du gouvernement de rapatrier les candidats au retour par peur de représailles, une situation qui fait suite aux propos polémiques du président tunisien concernant les migrants subsahariens. Une centaine de nos compatriotes se sont déjà inscrits et attendent des vols pour entrer au Bercail. Écoutons Seydouna Bilal Sall, président de l'Association des Sénégalais de la Tunisie, au téléphone avec El Hadj Ndiougou. Donc la situation des Sénégalais actuellement en Tunisie, on note des compatriotes qui sont restés à la maison parce qu'ils ont été licenciés par leur employeur, des étudiants qui ont peur d'aller rejoindre leurs différentes universités parce qu'ils ont peur d'être agressés, vandalisés ou même torturés dans la rue par des vagabonds tunisiens. On a noté quelques arrestations, mais Dieu merci, ils ont été libérés pour le moment. Donc voilà, par rapport aux décisions ou bien aux communiqués qu'on voit du ministère des Affaires étrangères, on nous parle de cellules de crise. Je rappelle que c'est l'association des Sénégalais, dont je suis le président, qui était parti se rapprocher de l'ambassade du Sénégal afin d'ouvrir une liste, essayer de recenser les Sénégalais qui désirent de retourner au pays. Voilà, maintenant sur cette liste, on a plus d'une centaine de Sénégalais qui sont inscrits, donc qui veulent retourner au pays. Maintenant, jusque-là, ce qu'on attend nous de l'État du Sénégal, c'est qu'il nous envoie au moins des vols, comme l'a fait les autres pays, qui nous envoient des vols, qu'ils essaient de nous faciliter le retour des Sénégalais. C'est ce qu'on attend. Donc là, on est en train de recenser. Donc c'est la situation actuelle, on est en train de recenser pour le moment et on attend que l'État du Sénégal nous aide afin qu'on puisse répatrier les Sénégalais. Parce que
C'est dans ce contexte que les Lionceaux du Sénégal rencontrent les Aiglons de Carthage. Sénégal-Tunisie donc en demi-finale de la CAN des moins de 20 ans. Comment cette confrontation est perçue à Saint-Louis? Ousseynou Diop. Les Lionceaux affrontent la Tunisie en demi-finale de la CAN U20 aujourd'hui à 14h. Une affiche qui promet selon le journaliste sportif Baye Diagne. Une équipe tunisienne qui sera très difficile à manœuvrer puisque donc, sur le plan psychologique, ils sont revenus très forts avec un grand gardien de but. Mais l'équipe nationale du Sénégal a plus d'expérience puisque on a perdu 3 finales d'affilée, 2015, 2017, 2019. La Tunisie a éliminé le Congo en quart de finale après une rencontre très disputée. Pour battre Fall, les Tunisiens vont tenter de créer l'exploit. Elle demande aux protégés de Malik Daf d'être très prudents. Il faut que les gosses jouent libérés. S'ils jouent tout en pensant à la finale ou tout en pensant aux demi-finales qu'ils ont déjà remportées, ce sera sur le plan psychologique un petit handicap pour cette équipe. Pour les Saint-Louisiens, cette rencontre sera âprement disputée. Daoud Sène, lui, prédit une finale entre le Sénégal et la Gambie. Et je pense qu'avec le groupe qu'on a, le Sénégal a largement les moyens de se qualifier pour la finale et de gagner le trophée. Moi, c'est pronostiquer une finale Sénégal-Gambie. Le Sénégal est finaliste de 3 des 4 dernières éditions, mais avec la CAN remportée par les Lions A et le CHAN des Lions locaux, les petits frères de Sadio Mané peuvent rugir et battre les Tunisiens, selon nos interlocuteurs. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter présenté par vous, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. Mauritanie d'abord, évasion spectaculaire de djihadistes. Oui, des djihadistes qui s'échappent dimanche soir de la prison centrale de Nouakchott. Les prisonniers islamistes se sont fait la belle en tuant 2 gardiens et en blessant d'autres. La chasse à l'homme a été lancée pour retrouver les fugitifs. Nouakchott, l'appel de Mohamed Diop. C'est vers 20h que les passants ont entendu les coups de feu de l'intérieur de la prison centrale, située au cœur de la capitale Nouakchott, à quelques encablures du palais présidentiel. Aussitôt, la rumeur inonde les médias privés et les réseaux sociaux. On parle de plusieurs détenus qui s'évadent après avoir tué des gardes pénitentiaires. Plus tard, dans la soirée, le ministère de l'Intérieur a confirmé la mort de 2 pénitentiaires et 2 autres légèrement blessés. La vidéo de l'une des victimes gisant dans son sang a fait le tour de la toile. Et le ministère a annoncé dans un communiqué de presse la traque de 4 terroristes évadés de prison, en appelant les populations à fournir toute information pouvant aider à leur arrestation. Il s'agit d'islamistes condamnés à mort ou à 10 ans de prison pour terrorisme. Par la suite, la sécurité a été renforcée autour des bâtiments publics et du palais présidentiel. Pendant ce temps, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani séjournait dans la région du Golfe dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. Emmanuel Macron de retour à Paris après une tournée de 4 jours en Afrique centrale. Le chef de l'État français s'était rendu successivement au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC, un déplacement avec l'objectif de confirmer la rupture avec la France-Afrique. Mais question, pour quel bilan? Nous avons posé la question au journaliste et analyste politique Barkaba. Voici sa réponse. Quand on fait le bilan, il est même plutôt assez catastrophique pour la France. Rappelons-nous qu'à son arrivée au pouvoir, le président Macron avait fait une sorte de remarqué avec des étudiants à Ouagadougou. Et un mandat plus tard, c'est symboliquement dans ce pays où la France vient d'être chassée presque militarisée par la gente qui a pris au pouvoir. Cela suffit comme symbole pour montrer entre les 2 mandats de Macron la perte d'influence de la France en Afrique. Aux États-Unis, les dernières révélations de New York Times font grand bruit. Révélations sur l'exploitation de jeunes enfants, principalement latino-américains, dans de grosses usines travaillant pour des marques célèbres. Les associations de défense des droits des migrants et une partie de la classe politique américaine dénoncent une situation inacceptable. Guerre en Ukraine, la bataille pour Bakhmout, ville industrielle dont l'importance stratégique est contestée, devient de plus
plus en plus dure. La cité est devenue un symbole car elle est au cœur des combats entre Russes et Ukrainiens. Merci, Mohamed Ali Mouba. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. RFM Sport. L'actualité des sports. Le journal des sports. Avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Lutte avec frappe, les amateurs jouent les prolongations après le combat Sathiès-Reug. C'était hier à l'arène nationale, combat qui s'est terminé dans une confusion totale avec la furie des supporters de Sathiès après que son adversaire ait été déclaré vainqueur. Ces derniers estiment que le CNG doit maintenant faire venir la VAR pour éviter ce genre de problème. Au marché Sandaga ce matin, la polémique était très grande. Boubacar Dieng y a fait un tour. À la descente du véhicule, nous tombons sur un groupe de jeunes commerçants. Ici, au rond-point Sandaga, l'on joue le second round du combat Reug Sathiès. La victoire très controversée du lutteur de Thiaroye fait l'objet des débats. Leurs aînés également s'y intéressent. Abdourahmane Niang souhaite l'introduction de l'arbitrage vidéo lors des grands combats de lutte avec frappe. Non, parce que combat la VAR doit être appliquée. C'est une urgence. Hier, si l'arbitre avait pris le temps d'aller revoir les images sur l'écran géant, tout cela n'arriverait pas. Une idée à laquelle s'oppose son camarade Mamadou Sarr étant conservateur. Selon lui, la VAR va dénaturer la lutte sénégalaise. La lutte, c'est notre culture. Si jamais le CNG applique la VAR, la lutte va perdre de sa valeur. Que l'arbitrage vidéo se limite au football qui appartient aux Occidentaux. En plus, tous ces problèmes-là sont dus aux changements qui ont été apportés dans le règlement. À l'issue du combat entre Reug et Sathiès, l'arène nationale a une fois de plus subi la furie des supporters. Ces amateurs appellent tous à un comportement exemplaire pour l'avenir de la lutte sénégalaise. Football à présent, Coupe d'Afrique U20, le Sénégal croise la Tunisie en demi-finale. Ce sera à 14h aujourd'hui. L'équipe nationale du Sénégal, donc, qui avait déjà affronté cette équipe tunisienne en match de préparation à 2 reprises, va devoir donc sortir le grand jeu pour se qualifier en finale. Boubacar Gadjaga, ancien entraîneur de l'équipe de Djamba, estime que les deux Malik Diop et Malik Daf, coach titulaire et adjoint de l'équipe nationale du Sénégal, sont en train de faire du bon boulot avec un groupe qui reçoit à la perfection les tactiques et consignes. Gadjaga avec Sodecham. D'abord, il faut féliciter l'encadrement entre Maïdaf, les deux Malik, ce que je les appelle les deux Maliki. Je les envoie souvent des messages tout le temps. Je suis régulièrement dans nos équipes nationales parce que voilà, ça fait partie de nous, ça fait partie c'est une fierté quand on est à l'étranger. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est déjà, ils ont compensé leur billet au mondial. Et certainement, je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Parce que connaissant Malik, un très grand compétiteur, je pense qu'il va essayer d'amener cette coupe qu'on a tellement envie de voir chez nous. Et on lui souhaite de tout cœur pour qu'ils aillent au bout avec cette équipe-là et puis aller faire une bonne prestation au mondial. Et je pense qu'il en est conscient de ça. C'est un gars qui travaille bien, qui aime ce qu'il fait. Donc je pense qu'on est passionné, si on doit dire. Et je pense qu'on leur souhaite de tout cœur qu'il soit au bout pour le football sénégalais. Quel conseil pour contrecarrer cette équipe maghrébine? Non, contrecarrer, non. Je pense que jouons avec nos armes. On sait défendre, on sait jouer très bien les transitions. Donc je pense qu'il faut rester dans ce qu'on sait faire. Ils le font bien, je pense qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique et que voilà, ça sera difficile. C'est un match tout près, donc il faut rester bien organisé. Franchement, je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut faire pour gagner ce match-là.
L'autre demi-finale va opposer l'équipe de la Gambie à l'équipe du Nigeria. Le match Sénégal-Tunisie est à suivre en direct à 14h sur RFM. Basketball Africa League, l'AS Douane vise le Big Four. Les Gablous sont actuellement en préparation à Saly. Leur entraîneur a fait appel pour la première fois à l'entraîneur du Dakar University Club, Sir Parfait Adjivon, pour venir intégrer son staff. Les Gablous veulent se donner tous les moyens pour franchir ce premier cap à Dakar, prévu du 11 au 21 de ce mois à Dakar Arena sur le Tcham. À quelques jours du démarrage de la 3e édition de la balle, l'AS Douane continue d'affûter ses armes à Saly. Le groupe est dans un bon état d'esprit, nous dit l'entraîneur Mamadou Gueye-Pabi. Là, on est en phase terminale depuis pratiquement 2 semaines. On s'entend très bien avec les étrangers qui étaient venus vraiment renforcer cette équipe. Nous avons, comme vous le savez, des joueurs assez talentueux quand même, ajoutés à nos joueurs qui sont des champions. C'est un groupe homogène quand même, avec des jeunes et des moins jeunes qui vont encore gagner certainement en expérience après avoir participé à la première édition il y a 2 ans. Avec 4 recrues et le joueur de la BAL, Elevate, l'AS Douane a aussi à ses côtés l'entraîneur de Dakar University Club, représentant du Sénégal lors de la 2e édition, ce Parfait Adjuvant, qui s'en réjouit. Je pense que c'est un honneur pour moi et de la grandeur pour lui. Comme on le dit, on est des adversaires pour quelque temps. Vous savez, nous, c'est le basket sénégalais qui est important. C'est pas la Douane. Je ferai tout pour honorer quand même cette confiance qu'il a fait en moi. Éliminé lors de la première participation au quart de finale, l'AS Douane espère cette fois-ci jouer les Final Four, nous dit le capitaine Al-Kalindour. Pour une première année, on était parti pour découvrir le championnat. Cette année, on a eu très bons recrues par rapport à l'année 2021. Je peux dire que pour cette année, Inch'Allah, l'objectif qu'on s'est fixé, on pourra l'atteindre, même plus, Inch'Allah. L'AS Douane joue le match d'ouverture ce samedi 11 mars contre Abidjan Basket Club à Dakar Arena. Voilà donc, Suleiman, c'est tout pour les Actus Sport. Merci Malal Junior Diagne. À 12h30, le dossier culture de cette édition. Les rideaux sont tombés sur la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Sénégal a récolté 4 prix spéciaux et 3 mentions, c'est bien en deçà des palmarès des 5 dernières éditions du FESPACO. Mais c'est loin d'être une contre-performance aux yeux de nombreux observateurs du secteur du cinéma. Le dossier est réalisé par Anna Rocha. Depuis 2013 au moins, le Sénégal trônait sur les hautes marches du FESPACO. Cette année, aucun prix dans la compétition officielle. Le ministre de la Culture, Aliou Sow, relativise. Par exemple, Moussa Sen Abseki remporte un prix spécial de 8 millions de francs CFA. Et vous venez à la cérémonie où on donne les étalons, où les prix, c'est 1 million, 1 million, 1 million, en dehors des étalons d'or et des étalons d'argent. Et donc, sur ce plan-là, le Sénégal quand même a remporté d'importants prix, assez bien dotés au niveau des étalons. Deuxième prix, c'est le prix de l'étalon d'argent, et remporté par un film coproduit par le Burkina et le Sénégal et financé par le Sénégal. Ce n'est pas non plus une contre-performance aux yeux de la présidente de l'Association sénégalaise de la critique cinématographique, Bigé Bop. Je ne pense pas qu'on évalue vraiment la qualité d'un film par rapport à un prix gagné lors d'un festival. C'est vrai, c'est assez triste que le Sénégal n'ait pas eu officiellement de prix, mais si on comptabilise la coproduction, en fait, on peut vraiment se vanter d'avoir mis de l'argent dans la production de Sira, donc qui est considérée, c'est une coproduction sénégalo-burkinabé. D'ailleurs, au-delà du palmarès cinématographique, la participation du Sénégal à cette 28e édition du FESPACO est à apprécier. C'est l'avis du journaliste culturel Aboubacar Demba Sissoko. Il y a une autre participation qui est un stand du Sénégal animé, un stand des archives du cinéma avec les éditions Vive Voix, le fonds archives qui a bien fonctionné, qui a été visité avec la présentation des livres sur Ababakar Sambou Maharam et Ousmane Sembène, dont on a célébré le centenaire de la naissance ici au FESPACO, dont il était l'un des fondateurs. Voilà, donc on a une participation à la hauteur de l'état un peu du cinéma sénégalais aujourd'hui. La plus grande distinction du festival a été remportée par le réalisateur tunisien Youssef Chebi, de quoi créer des suspicions encore, dans la mesure où la présidente du jury long métrage fiction est elle-même tunisienne. Je pense que ce serait manquer de respect aux 4 autres membres du jury que de dire qu'ils ont été influencés ou menés par
par Dora Bouchoucha qui a été la présidente du jury. Après, ça peut paraître contre nature que la présidente du jury soit tunisienne et que le prix soit allé à un Tunisien. Mais après, je pense qu'il faut aussi respecter la souveraineté du jury. Dora Bouchoucha a justifié le choix porté sur le lauréat. La Tunisienne explique, je cite, qu'il s'agit de cinéma avant d'être un divertissement ou de la politique. Ce sont les propositions cinématographiques qui comptent. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, Macky Sall, Marine Le Pen, une interrogation à 7,9 milliards. C'est Hadjibou Soumaré indirectement qui lance la polémique. Macky Sall, avez-vous offert près de 8 milliards de francs CFA en guise de cadeau à Marine Le Pen lorsque cette dernière vous a rendu visite? Visite polémique, souvenez-vous. Dans la presse sénégalaise, la lettre de Hadjibou Soumaré à Macky Sall fait les choux gras de la plupart des publications. L'accusation est indirecte, mais elle a tout son sens, constate l'Observateur. L'As détaille davantage. Lui avez-vous envoyé à l'issue de votre rencontre une note revêtue de votre sceau en souvenir de son passage au Sénégal et de sa vision pour un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique. Si par extraordinaire tout cela a été avéré, indique toujours cette missive, alors éclairez le peuple sénégalais qui a le droit de savoir. Dans le même journal, la task force républicaine de répondre à Hadjibou Soumaré en ces termes. Le président n'a offert qu'un livre à Marine Le Pen en espérant que ça l'amènerait à plus de relativisme et à privilégier le dialogue des civilisations chères à Senghor. Hadjibou Soumaré propage des fake news qu'il a ramassées comme il le reconnaît dans les bruissements de salon. Hadjibou, qui a émis un sérieux doute quant à la tenue de la présidentielle à date échue, reçoit là aussi la réponse des républicains qui lui disent la présidentielle se tiendra à date échue et que s'il veut y aller, de se préparer pendant qu'il est temps. L'As en conclut qu'Hadjibou Soumaré a été tailladé en pièces. Biram Faye se veut plus clair dans Buzz Bi le jour. Hadjibou Soumaré cherche juste du buzz, il cherche juste une résurrection politique. Du côté du palais de la République, l'Observateur indique qu'on affiche le mépris à son encontre. Macky Sall, lui, a bouclé ce week-end ses tournées économiques dans les régions de la zone sud, Sédhiou, ensuite Kolda, dans le Dakar de Médina Gounass qui a commencé le 4 mars dernier. Le journal Le Soleil a couvert la visite du président Sall au Khalif de Médina Gounass. Ce dernier, très touché par la marque d'affection, a prié pour lui qu'Allah vous aide à parachever votre œuvre, lui a-t-il dit. La photo de Macky Sall recevant les bénédictions du guide religieux illustre le titre principal du journal. En 12 ans, vous avez réussi et démultiplié les travaux, ce qui témoigne d'une bonté divine à vous accorder. Le président s'est dit honoré et a exprimé son bonheur. Selon le journal Les Échos, le Khalif de Médina Gounass chante les éloges du président Sall. Ce qu'il a fait en 10 ans, dit le Khalif, aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait. Ça saute aux yeux. Et Macky Sall de déclarer: je prie Dieu qu'il me permette et me donne la force de terminer mes chantiers. Le journal Enquête de poser alors l'équation des gains politiques de toutes les tournées économiques du président Sall. Pour le chef de l'État, en tout cas, les tournées économiques sont une formule qui gagne. Après les résultats mitigés des législatives, il est dans une logique de reconquête des bastions perdus. Le journal de se demander alors s'il va obtenir à nouveau une majorité sociologique. À la une du journal Vox Populi, les familles des victimes de mars 2021, les familles des 14 morts, après avoir exigé sans succès justice au Sénégal, portent le combat devant la CEDEAO. Le coup de gueule d'un proche d'une victime, c'est pour que les gens sachent que l'État du Sénégal n'a rien fait jusque-là pour tirer cette affaire au clair. L'affaire Pape Ndiaye, le journaliste de Walfadjri, toujours sous le régime de la garde à vue au commissariat de Dakar, il devrait faire face au procureur de la République aujourd'hui, selon le journal Libération. Pape Ndiaye continue donc de nier les faits et se réfugie derrière le secret de ses sources. Et puis sport pour boucler CAN U20, les demi-finales se jouent aujourd'hui. En tout cas, le Sénégal joue la Tunisie cet après-midi à 14h, temps universel. Les Lions sont à 90 minutes d'une nouvelle finale, indique Stade Quotidien. Selon le journal Record, les Lionceaux sont prêts pour une 4e finale de rang. Malik Daf donne sa parole, c'est l'un
l'entraîneur des Lionceaux. On n'a pas d'alternative, il faudra gagner. Dans le journal Stade quotidien, CAN U20 toujours, il faudra battre donc la Tunisie et se rapprocher du Graal. Nous visons le titre, indique Lamine Camara, l'un des joueurs de l'équipe nationale des U20 du Sénégal. Et puis sport pour boucler, Reug Sa Thiès, c'était hier, Reug qui bat Sa Thiès dans la confusion énonce textuellement sur le lambe, un combat de chute. Tafagé indique que Sa Thiès a battu Reug, Bekaï Mbaye affirme que Reug est tombé, mais 3 points de suspension. Khadim Ndiaye, l'arbitre, est le maître du terrain. Mais selon le journal, les 4 appuches ont créé de la controverse. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h39, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous parlons de la stratégie et de l'attitude du Sénégal vis-à-vis de la Tunisie après les propos très controversés du président de ce pays sur la diaspora subsaharienne. Nous essayons de comprendre l'attitude de notre pays dans cette situation avec nos 2 intervenants du jour. Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes également avec Abdourahmane Diop, doctorant, expert, spécialiste en relations internationales. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, Boubacar Seye, comment analyser le choix du Sénégal comparativement à ce qu'ont fait des pays comme la Côte d'Ivoire et la Guinée qui ont commencé à rapatrier leurs ressortissants? Le Sénégal, entre guillemets, traîne un peu les pieds, même si des mesures ont été prises concrètes, la mise en place d'une cellule de crise avec des numéros verts et la proposition de rapatriement faite aux candidats, à ceux qui voudraient rentrer à la maison. Oui, effectivement, le Sénégal va à la traîne dans ce dossier-là et c'est vraiment regrettable. L'État du Sénégal ne bouge pas et les Sénégalais semblent être laissés à eux-mêmes dans cette crise migratoire qui secoue tout le continent africain. Alors qu'il devrait y avoir beaucoup de mesures aujourd'hui qui prouvent que le Sénégalais est assisté à l'extérieur. Mais d'après vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette forme de tempérance, disons, de patience, de calme vis-à-vis de la situation? C'est ce qu'on aimerait vraiment savoir, parce que nous avons eu à constater que concernant la protection et l'assistance des Sénégalais de l'extérieur, le gouvernement du Sénégal est toujours à la traîne. Et ça, nous, en tant que migrants, en tant qu'organisation, nous le regrettons vivement. Aujourd'hui, il ne serait pas injuste de dire que ce serait un abandon du moins implicite que de constater l'inaction de l'État du Sénégal au regard des actions comparatives des autres États dont les ressortissants se trouvent dans la même situation que le Sénégal. Vous l'avez dit en guise d'introduction que des États comme la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire ont commencé déjà à rapatrier leurs ressortissants. Donc, oui. Alors, oui, j'aimerais introduire Abdourahmane Diop, doctorant spécialiste en relations internationales. Vous, quelle est votre lecture des attitudes des uns et des autres, non, au-delà du Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, la Guinée, et peut-être d'autres pays dont on n'entend pas beaucoup parler et qui ont des ressortissants en Tunisie. Quels sont les facteurs déterminants, justement, qui poussent un pays à avoir telle attitude différente de tel autre pays? Alors, bonjour M. Nyan, bonjour. Je voudrais d'abord passer mon bonjour à mon interlocuteur du jour. L'autre intervenant, j'allais dire. Ma lecture, elle est simple de la chose. J'estime effectivement que il ne faut pas comparer l'attentisme, si je puis dire, du Sénégal par rapport à la situation des autres pays qui se sont précipités, eux, à envisager des mesures de rapatriement. Je crois que pour effectivement comprendre la tempérance, pour reprendre votre terme, qui sied bien à la situation, cette tempérance du Sénégal, pour la comprendre de mon point de vue, il faut s'attacher à la situation des Sénégalais. C'est pas parce qu'effectivement les autres pays
eux ont envisagé des mesures de rapatriement qui, me semble-t-il, sont les conséquences des situations difficiles que traversent leurs ressortissants en Tunisie, que le Sénégal en devrait effectivement lui aussi à s'arrimer derrière ces pays. Je crois que c'est d'abord fonction de la situation des Sénégalais. Et je crois qu'à cet égard, il faut quand même dire et reconnaître à la fois que le ministère de l'Intérieur, le ministère sénégalais des Affaires étrangères a pu effectivement poser des actes préparatoires. Le premier communiqué qui a été sorti, me semble-t-il, bat en brèche l'idée que le Sénégal, effectivement, se morfondrait dans une sorte d'attentisme. Après, il y a eu effectivement d'autres actes. Le ministère a encore, et par la suite, je crois, envisagé une cellule de crise, laquelle n'a pas à l'heure actuelle, je crois que je prends pour témoin le dernier communiqué qui a été sorti encore une fois sur ce point de vue-là, disant effectivement qu'il n'y avait pas de Sénégalais, je crois, qui se retrouveraient dans une situation particulièrement éprouvante. Donc je crois que à la base, il ne faut pas qu'on y aille trop vite en besogne. Je crois que quand des situations pareilles se posent... Mais est-ce que le principe de précaution ne devrait pas prévaloir? On ne va pas attendre qu'il y ait des problèmes, que des Sénégalais soient attaqués avant de prendre des mesures dans l'urgence. Mais M. Nia, on ne peut pas non plus rapatrier des citoyens sur une base unilatérale. Il faut d'abord qu'eux, ils consentent à cette mesure de rapatriement. Vous savez, quand des citoyens sont dans un pays depuis presque plusieurs années, ils travaillent, ils gagnent leur vie, font leurs études, et ce devoir d'un coup quitter le pays-là après toutes les occupations qu'on y a, c'est pas quelque chose qu'on décide effectivement sur une minute, sur des secondes. Je crois que c'est quelque chose qui doit être, de mon point de vue, réfléchi. Et l'État ne peut pas y aller unilatéralement. Il faut que des mesures de discussion soient envisagées et au regard de l'urgence, que l'on décide quelle est effectivement la mesure qui s'applique. Il est bien effectivement que l'on fasse, mais la précaution aussi, c'est pas y aller trop vite en besogne et envisager le rapatriement. La précaution, c'est aussi aller au contact direct de la situation et juger s'il est opportun ou pas de rapatrier. Alors, c'est un point tout à fait valable que nous avons perçu dans les échanges qu'on a eus avec certains responsables de la communauté sénégalaise en Tunisie. Justement, Boubacar Seye, quelle est la perception que vous avez par rapport à cette volonté des Sénégalais vivant actuellement en Tunisie de revenir au pays au nom du principe de précaution ou juste pour se protéger d'éventuels dangers? Parce qu'ils sont tous dans une situation d'incertitude qui les plonge dans le stress et une peur sans lendemain. Et je crois que c'est tout à fait légitime. L'État du Sénégal aurait dû du moins se proposer un plan de rapatriement aux volontaires qui souhaiteraient rentrer au Sénégal en attendant que la situation se clarifie. Donc moi je ne pense pas que cette attitude du Sénégal pourrait être justifiée dans la mesure où des pays ont essayé de mettre les ressortissants à l'abri. Oui, mais là on parle des Sénégalais qui sont là-bas. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de rentrer? Oui, un rapatriement ne peut se faire que lorsque le désir est exprimé. Donc pour ceux qui le souhaitent. Donc nous parlons, et effectivement, il y a eu des gens qui souhaitent aujourd'hui rentrer. Et je crois que l'État aussi ne devrait même pas attendre. Les pays sont en train de le faire. Les déclarations de KFC sont gravissimes. Des Africains ont été attaqués. Et permettez-moi de rappeler qu'on ne sait pas qui est sénégalais, qui est ivoirien et qui est soudanais. Donc c'est l'Africain, le noir qui est attaqué. Donc il faut prendre des précautions. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que dans ce dossier-là, c'est l'indifférence totale et le Sénégal va à la traîne. Et nous sommes habitués à ce genre de situation-là. Je rappelle qu'au même moment où je vous parle, des Sénégalais sont en train de me contacter de l'AI, qu'ils sont raflés mutuellement et j'étais à des milliers de kilomètres de leur lieu d'habitation et sans aucune assistance spécifique de la part de l'État. Donc ça aussi, c'est la réalité des faits. Il faudrait que le Sénégal revoie quand même sa politique migratoire. Permettez-moi aussi de rappeler que nous avions eu à alerter, même dans les ondes de la RFM, que l'ère post-coronavirus, l'ère guerre post-ukrainienne risque d'engendrer beaucoup de tensions géopolitiques liées à la migration. Et un État doit anticiper. Et aujourd'hui, je pense que ce dont les Sénégalais de l'extérieur ont le plus besoin, c'est l'assistance et la protection diplomatique. Il faut un État fort à la hauteur de ces enjeux géopolitiques,
géoéconomique et écostratégique pour une meilleure protection de ces Sénégalais de l'extérieur. Merci Boubacar Seye. Dernière question à vous, Abdourahmane Diop. Qu'est-ce que les États de l'Afrique subsaharienne, à défaut de l'UEMOA ou de la CEDEAO, auraient pu faire ensemble face à ce genre de situation, au lieu que chacun fasse cavalier seul? Est-ce que vous pensez que c'est des choses sur lesquelles il devrait y avoir un minimum d'entente entre les différents pays pour coordonner leurs actions notamment? Alors, M. Nian, cette tentation des États à y aller, à titre individuel, par rapport effectivement aux urgences qui se sont posées de façon connexe à la situation en Tunisie, notamment, et qui a concerné, j'allais dire, leurs différents, leurs nationaux respectifs, me semble à suffisance établir cette question de manque d'unité en Afrique, et particulièrement dans la zone ouest africaine. Il aurait été souhaitable sans doute que, qu'en lieu et place d'une logique unitariste, que l'on prône effectivement cette logique communautariste, et que des menaces et des situations qui concernent tout le monde soient prises en compte par tout le monde. Mais il y a peut-être à espérer que l'on remédie à de telles situations, mais ce qui est regrettable, effectivement, il faut le dire, c'est que, de mon point de vue, cette tentation à y aller et à prôner les individualismes, de mon point de vue, doit cesser parce qu'elle n'honore pas l'Afrique, premièrement, et elle n'est pas la garantie, effectivement, d'un développement certain. Merci. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Boubacar Seye, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Abdourahmane Diop, doctorant, expert spécialiste en relations internationales. À 12h et bientôt 50 minutes, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée, à la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, chef d'édition Awambaye, à la mise en onde Abdoulaye Diop, digital Yassine Pouy, à la production Hamad Ndiaye. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes. Au revoir.